Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre émission en direct avec plein de choses. On va revenir sur l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 23 octobre 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai M. Denis Varachin, le président de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Nous ferons le point avec lui sur les gros dossiers de cette rentrée. Ludivine Chopard, la directrice du Brise-Glace, sera également sur ce canapé pour répondre à mes questions. Et enfin, la rubrique Bien-être avec Julie Bagnard. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence. Salut Clémence. Salut Seb. Alors, oula. Reste avec Pour nous. les titres de ce journal du 23 octobre 2019, que je n'ai pas. Je n'ai pas les titres. Ça tombe bien. Eh bien, je peux les faire toute seule. On va d'abord commencer ce JT par parler de la grogne nationale des agriculteurs. Et 7 exploitations agricoles savoyardes ont ouvert leurs portes ce mardi. Le but, échanger sur leurs activités avec les élus et les représentants des pouvoirs publics de la région. Donc la manière douce, on va dire. Et puis le deuxième titre, puisque tu ne me relances pas, c'est une fleur couleur lilas qui garde en son cœur un trésor, le safran. Comme chaque automne, c'est la saison de la cueillette. Reportage donc haut en couleur dans le JT. De Fanette de Buisson. De Fanette de Buisson. Merci Clémence. Allez, on démarre cette émission avec mon premier invité, Denis Varachin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Eh oui, comme toujours. Comme toujours, depuis depuis quelques 2012. années. Comment s'est passée cette rentrée universitaire 2019 ? Eh bien, elle s'est bien déroulée. On va dire qu'il y a quelques temps forts. Tout d'abord, c'est la deuxième année de Parcoursup qui avait tant fait parler l'année dernière. Donc, je pense que le système est un peu apprivoisé. On s'aperçoit que les universités aujourd'hui sont devenues sélectives. Et à ce titre-là, à la fois, nous, de notre côté, on maîtrise un peu mieux la question des effectifs qui sont toujours croissants compte tenu de la dynamique de notre territoire. Qui sont de plus en plus sélectives. Je vois cette année encore, j'ai reçu des courriers de parents qui me disaient « on ne comprend pas, notre enfant est pris en classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Berthollet par exemple, sur ce territoire qui est bien connu, et il est refusé à l'université ». Eh bien, où est l'image de l'université, mais aussi la réalité de l'université aujourd'hui est en train de changer. Voilà. Quelle est l'importance justement d'une période comme celle-ci, la rentrée universitaire, pour un établissement comme le vôtre ? Eh bien, disons à la fois, c'est toujours en effet une période de renouveau, en quelque sorte, qui est là. Et puis cette année était quand même un peu particulière parce qu'avec l'évolution du paysage national des universités, nous avons retrouvé notamment les 2 titres les plus prestigieux d'une université, qui sont le doctorat et l'habilitation à diriger des recherches, ce qui nous permet, à la fois dans un contexte national, mais aussi international, avec la mise en place des universités européennes, de pouvoir traiter d'égal à égal avec des universités beaucoup plus importantes. Alors, vous l'avez dit, l'USMB ne cesse de se développer année après année. Le cap des 15 000 élèves sur les 3 campus devrait être atteint au mois de janvier. Comment est-ce que vous faites justement pour gérer tous ces nouveaux arrivants ? Alors là, c'est un petit problème en effet, puisque on va dire qu'on a une politique nationale depuis un certain nombre d'années aujourd'hui qui est de ne plus accorder de moyens nouveaux aux universités, quelle que soit leur situation. Et comme nous sommes sur un territoire, en effet, dont la dynamique économique, mais aussi démographique, est extrêmement forte, eh bien, c'est la mise en place d'un écosystème, c'est-à-dire qu'avec nos partenaires des entreprises, avec notre club des entreprises, avec la fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc de côté, avec les élus, qui sont toujours très proches, et j'aurais tendance à dire de plus en plus proches d'année en année de notre université, eh bien, c'est à nous de trouver les moyens donc, de répondre à toute cette jeunesse qui vient vers nous et à tous ces besoins aussi du territoire d'avoir des jeunes formés qui sortent de l'université. Alors, plusieurs gros chantiers sont en cours. Tout d'abord, celui du futur complexe sportif, avec un gros événement, un gros équipement à venir. Oui, tout à fait. Équipement. Oui, voilà, oui. Alors, on a, on va dire, tout un chantier globalement autour du patrimoine, avec un campus à Jacob-el-Combat qui va être entièrement reconstruit. Plus de 80%, donc là ça va être sans doute même d'ailleurs un des très gros chantiers de l'ensemble de nos 2 territoires réunis de la Savoie et de l'Haute-Savoie. Et puis Annecy qui vient une ville universitaire aussi à son tour, avec tout un ensemble de constructions qui sont là, qui sont en cours et qui vont continuer de se développer. Puis notre vieille présidence de Marcoz, pour laquelle la mairie de Chambéry, qui avait hérité du legs Marcoz au début du XIXe siècle, donc qui consent à nous faire don de ce bâtiment dont nous souhaiterions faire une vitrine de la recherche de l'université dans les années qui viennent. Alors, vous l'avez dit, un très gros chantier du côté de Jacob-el-Combat, le campus, réhabilitation à près de 80%, 100 millions d'euros investis, environ 15 ans.
Au moins 15 ans de travaux, c'est une somme non négligeable, 100 millions d'euros. Est-ce que tous les financements ont été trouvés ou vous êtes encore en recherche? Alors c'est une somme importante, en effet, je vous le disais, ça fait partie des grands chantiers incontestablement de ce territoire. Donc très clairement, les élus du département de la Savoie et de l'agglomération qui a pris la compétence enseignement supérieur et recherche, donc eux ont d'ores et déjà apporté leur écho. Ils sont en discussion avec la région qui, jusqu'à présent, oralement, a donné son accord également au lancement des travaux. Et puis l'État, on peut le supposer, puisque de toute façon, l'État est la tutelle des universités aujourd'hui, donc suivra, puisque c'est un chantier de longue haleine, vous venez de le dire, 15 années de travaux, parce qu'il va nous falloir moderniser ce campus sur un site qui va devoir continuer de vivre. Oui, c'est ça. Voilà la raison pour laquelle... L'objectif, c'est de moins perturber possible la vie des étudiants. Voilà, on va être dans des séries de tiroirs, en quelque sorte, qu'on va ouvrir et que l'on va fermer successivement pour arriver à pouvoir continuer de fonctionner. Sur ce site de Jacob Elcombet, quels vont être les principaux travaux? Les travaux vont être de conserver trois éléments qui sont un petit peu structurants, qui sont la bibliothèque universitaire d'un côté, mais que l'on va complètement transformer pour en faire ce qu'on appelle aujourd'hui un learning center, beaucoup plus ouvert sur tout un ensemble de technologies modernes. Et d'ailleurs, les travaux vont commencer par cet équipement-là. On va conserver également un bâtiment d'accueil qui venait juste d'être réalisé. Mais pour ce qui concerne le reste, c'est-à-dire l'ensemble des grandes salles à la fois de formation, des salles consacrées à la recherche et puis globalement des services, vie universitaire, vie de campus, etc. Donc là, vont être totalement refaits et totalement relocalisés également. Ces travaux, ça fait partie, j'imagine, des axes de développement de l'université? Oui, bien entendu. Ce territoire est en plein développement. Son université est à l'image du territoire. Nous gagnons à la fois en termes quantitatifs, que vous avez évoqué avec le nombre d'étudiants, mais surtout en termes qualitatifs. Ce sont les grands classements nationaux ou internationaux qui nous permettent de pouvoir le dire incontestablement. Et puis nos partenariats. Nous avons évoqué les projets d'universités européennes, nos relations avec la Suisse également, qui sont là avec des établissements très prestigieux qui acceptent donc d'être à notre côté dans des projets d'avenir. Un mot sur l'université catholique qui arrive? Alors l'université, ce qu'on appelle improprement l'université catholique, puisque vous savez que son vrai nom c'est l'Institut catholique. Le titre d'université ne peut pas se porter comme cela par n'importe quel établissement. Donc l'Institut catholique nous a fait savoir sa volonté de venir s'installer sur Annecy. Là encore pour répondre tout simplement à la dynamique de ce territoire. Donc c'est bien volontiers que nous l'avons fait bon accueil parce que je crois qu'en effet... nous n'arrivons pas, nous tout seuls, avec nos moyens, à répondre donc à cette demande. Et donc nous allons pouvoir ouvrir dès la prochaine rentrée tout un ensemble de formations la main dans la main. Donc nous avons signé déjà une convention cadre entre les deux établissements. Et puis maintenant, ce sont nos départements respectifs, nos juristes, nos économistes, etc., qui engagent les discussions. Il y aura des échanges? Très concrètement. Oui, il y aura des échanges. Ça pourra être des échanges de personnel, mais ça pourra surtout être de la co-construction, finalement, d'un certain nombre de formations. Et puis de l'accréditation, puisqu'on va dire que sur certains diplômes, l'UCLI est accréditée, mais sur d'autres diplômes, elle ne l'est pas. Donc dans ce cadre-là, ce seront des conventions entre nos établissements qui permettront la mise en place de ces formations. Une dernière question, Monsieur Varachin, un peu plus personnelle. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit pincement au cœur lors de cette rentrée 2019, puisqu'on le sait, ce sera votre dernière en tant que président de l'université Savoie-Mont-Blanc? Je m'étais permis de dire que cette cérémonie de rentrée était une cérémonie de sortie. Oui, les présidents d'université exercent pendant deux mandats de 4 ans, tout cela. Donc j'entre dans ma dernière année. Je pense que j'avais trouvé l'université dans une certaine situation, que maintenant la situation est tout autre. Donc je regarde ces 8 dernières années à la fois avec beaucoup de bonheur, parce que diriger une université est un vrai plaisir. La diriger sur ce territoire avec les partenaires politiques et économiques que nous avons n'a fait que redoubler en quelque sorte le plaisir, parce qu'on a vraiment des gens absolument merveilleux sur ce territoire. Puis c'est le moyen de faire tout un ensemble de rencontres
avec TV8 Mont-Blanc, avec vous et avec beaucoup d'autres également. Donc à la fois, il y a le petit passement au cœur, évidemment, que vous évoquez, mais c'est aussi avec le sentiment, me semble-t-il, du devoir accompli. Du devoir accompli, voilà, qu'on va pouvoir passer à d'autres choses maintenant. Restez avec moi pour la revue de presse. J'aurais une petite question à vous poser. On va partir en Suisse, puisque les distributeurs suisses se sont mis d'accord pour faire disparaître les sacs plastiques gratuits des rayons en Suisse, donc d'ici 2020. Chez Migros et Coop, cette mesure entrera en mesure dès le 1er janvier prochain. Pour rappel, les sacs plastiques payants seront eux donc toujours disponibles. Depuis 2016, il faut savoir que les deux principaux distributeurs helvétiques se sont engagés à réduire la consommation de ces sacs jetables à usage unique. D'ailleurs, en 4 ans, la consommation de ces sacs a reculé de 85% dans les supermarchés. Denis Varachan, j'imagine qu'à l'USMB, alors sans parler de sacs plastiques, il y a toute une série de mesures pour aller dans le sens de l'écologie, de l'environnement durable. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un des axes forts, tout simplement, de notre formation et notre recherche au sein de l'université. Je pense qu'on y est tenu à la fois par le magnifique territoire sur lequel nous sommes, mais également par une vieille tradition au sein de notre maison. Donc il y a tout un ensemble d'actions, en effet, et nous allons d'ailleurs vers des labellisations sur nos campus à travers ces actions qui sont là. Et puis notre recherche elle-même, finalement, participe à ce que vous êtes en train de dire, hein, c'est autour des énergies renouvelables. Nous venons d'obtenir une école universitaire de recherche. Il n'y a que 6 universités en France qui en ont obtenu une dans le domaine de l'énergie solaire et on va dire du bâtiment durable ou du bâtiment intelligent. Et tous les sacs, par exemple, que vous évoquez là, eh bien, tout simplement, là derrière, c'est de la recherche. Ce sont des produits nouveaux. Ce sont notamment nos laboratoires de chimie qui sont là derrière et qui permettent de faire avancer, de faire progresser la société. Merci beaucoup, Denis Varachan. Merci à vous. Je vous en prie. Je vous invite à rejoindre la régie. Au revoir. Merci beaucoup. On enchaîne avec notre rubrique culture. Et j'ai le plaisir d'accueillir Ludivine Chopard. Bonsoir. Bonsoir Seb. Alors on va se tutoyer, tu es la directrice du Brise-Glace à Annecy, avec une saison qui a été lancée il y a peu. Comment est-ce qu'on peut qualifier cette saison 2019-2020 ? En soi, c'est toujours un événement quand on commence une nouvelle saison, pour nous, pour le public. Après, on ne change pas vraiment la recette. C'est un savant mélange entre des têtes d'affiche, des artistes plus connus, un peu des locomotives, et puis de la découverte. Une grande partie de notre travail est consacrée justement à repérer un peu les talents de demain et à essayer de les faire jouer dans nos salles et voilà, pour lancer leur carrière. Alors, on ne se rend pas forcément compte de la difficulté de mettre en place une programmation éclectique et cohérente pour un établissement comme le vôtre. J'imagine que c'est un travail de longue haleine, minutieux, laborieux. Minutieux, longue haleine, oui, laborieux, pas forcément, mais effectivement, ça demande quand même pas mal d'anticipation, de concentration, et puis d'être aussi très disponible aux nouvelles tendances. Aujourd'hui, on est la musique, tout va très vite, les tendances vont vite, les carrières de groupe sont rapides aussi, donc il faut vraiment être à l'affût. C'est beaucoup un travail de réseau, et puis c'est un travail de sensibilité artistique aussi, de pouvoir repérer l'artiste qui est vraiment sur le point d'éclore et qu'on va pouvoir attraper à ce moment-là. Après, c'est aussi penser pour son public. Une programmation, c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait personnellement, ni pour nous, ni pour la structure. C'est vraiment pour qui on le fait. On essaye d'être le plus éclectique possible, comme tu l'as dit, toucher le plus de monde possible, être le plus accessible. Et c'est vraiment toutes les missions en fait, du Brise-Glace sont organisées autour de ce principe-là. Combien de personnes travaillent sur la programmation, par exemple ? Alors, au Brise-Glace, en tout, on est 14 salariés, mais 14 qui ne sont pas sur la programmation uniquement. On a une personne qui est particulièrement dédiée à la programmation des concerts en grande salle, une personne qui s'occupe de la programmation des concerts au club. Voilà. Et puis après, tout un tas d'autres fonctions pour que ça fonctionne. La diversité, c'est vraiment la grande force du Brise-Glace ? Oui, tout à fait. On essaye vraiment d'être... Alors, on reste toujours dans les musiques actuelles, ça c'est vraiment le cadre dans lequel on évolue, mais c'est effectivement musique du monde, hip-hop, tout ce qui est musique urbaine, électro, chansons. On essaye d'être vraiment le plus éclectique possible et aussi de représenter la diversité de la création aujourd'hui. Vu de l'extérieur, on a un petit peu le sentiment que le Brise-Glace est un peu touche à tout, puisque en plus de votre programmation, vous participez tout au long de l'année à plusieurs événements. On avait sur ce plateau mardi soir à ta place la choréatrice du festival Jazz Contrebande qui accueille des concerts. C'est un peu ça l'idée aussi ? Tout à fait. L'idée, c'est de ne pas fonctionner en vase clos et de ne pas être replié sur nous-mêmes. On essaye d'être le plus ouvert possible aux partenaires. Tu as cité Jazz Contrebande. En ce moment, on est en plein dans le Birthday Festival avec une date de Corinne là, qui arrive samedi. On travaille aussi avec les ressources du territoire, notamment le Conservatoire et Dr Flake, un artiste local avec qui on fait un concert, une création partagée, le 28 novembre. Après, on était aussi partenaire de la soirée de rentrée des étudiants de l'Université de Savoie. Enfin, voilà, on essaye vraiment de s'ouvrir le plus possible dans la limite du temps qu'on a disponible, mais on essaye d'être un point ressource aussi pour la vie locale et l'animation du territoire. Alors, quels sont les gros temps forts là, pour cette saison ?
Quelques dates à pas rater quand on est... Alors, déjà, on va reconduire le festival hors piste. Je peux déjà annoncer les dates. Ce sera du 14 au 23 février. La programmation n'est pas encore annoncée. On a juste communiqué sur Kevin Morby, qui est le premier artiste annoncé. Donc, il faut rester connecté pour la suite des infos. Après, dans les événements un peu... les concerts qu'on a envie de mettre en avant, effectivement, j'ai parlé de Corinne et de Dr. Flake. Il y a aussi une programmation un peu musique du monde qui arrive avec Bombino, Sinken et Lisa P. Et puis après, on accueille aussi des têtes d'affiche un peu plus reconnues. Il y a No One is Innocent et puis on accueillera les Vampas aussi au mois de mars. Ah ouais, sympa. Voilà. Et puis après, dans les coups de cœur de la directrice, on va dire, il y a effectivement la soirée jazz contrebande de demain soir. C'est Portico Quartet et en première partie un groupe suisse. Ça va être vraiment une belle soirée. Et puis Emily Jane White à la fin du mois de janvier aussi. Voilà. Tu l'as dit, une des vocations du Brise-Glace, c'est notamment de mettre en avant les musiques actuelles. On en parle énormément en ce moment. Oui, tout à fait. Après, la musique actuelle, historiquement, c'est vraiment un outil pensé pour la jeunesse, pour le développement des pratiques musicales, pour la convivialité, toutes ces choses-là. On essaye d'être vraiment en réponse aux attentes du public. Du coup, en dehors des concerts, on a aussi tout un volet de répétition. On dispose de 5 studios au Brise-Glace qui accueillent tous les musiciens de tout niveau. Et on a aussi des parcours d'accompagnement, donc pareil, en fonction du niveau des groupes. Et puis, tout au long de l'année, des ateliers, des formations sur différents sujets ouverts à tous. Tout est sur notre site. Plus personnellement, tu vas fêter tes 2 ans à la tête du Brise-Glace. Ouais. Quel bilan tu tires de ces deux années ? Alors c'était super rapide, c'est passé très très vite, il y a eu plein de choses à faire. C'est chouette parce qu'on a réussi à vraiment continuer à mobiliser toute l'équipe autour du projet. On va commencer à pouvoir mettre en place un peu des nouveautés. Et puis on a aussi été dans une période un peu où il a fallu sécuriser le projet et ses financements, donc c'était quand même pas mal d'enjeux. Et voilà, on est plutôt sur la bonne pente et je suis plutôt super contente de l'équipe avec qui je travaille et aussi de tous les bénévoles qui bossent avec nous. C'est conforme à l'idée que tu en avais ? Oui, tout à fait. Est-ce que tu as réussi à mettre toutes les idées, les projets que tu avais en tête, ou j'imagine qu'il y a encore plein de choses? Non, pas encore. Ouais, il y a pas mal de choses à mettre en route. Après, c'est un bâtiment et une équipe et un projet qui sont là aussi depuis pas mal de temps. Et le territoire évolue très très vite. Et je pense qu'on est sur un équipement et un projet qui a besoin aussi d'évoluer vite en fonction de ces attentes-là. Donc il y a vraiment toujours à se re-questionner sur les envies. Et les envies que j'avais il y a 2 ans, elles ont en partie été mises en place. Et elles sont aussi à re-questionner pour la suite, pour vraiment être dans l'actu et pas se faire dépasser par... les projets d'il y a 2 ans, c'est peut-être déjà trop tard en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Brise-Glace est un lieu incontournable dans son domaine concernant la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Alors forcément, je vais dire oui, mais tout à fait objectivement, je pense qu'on fait partie d'un réseau, en fait, plus largement, le réseau des scènes de musique actuelles qui défendent une politique tarifaire accessible, une ouverture à tous, des partenariats, une esthétique musicale de qualité, variée. Du coup, oui, on est forcément incontournable là-dessus. C'est aussi des missions de service public et de services rendus à la population. Donc on fait partie des équipements structurants et effectivement, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille ce rôle. Merci beaucoup, Ludivine. Merci Seb, à Bonne bientôt. Continuation. Allez, c'est le moment de se détendre et de penser à soi avec Julie Bagnard. Salut Julie. Salut Seb, ça va ? Ça va et toi pour cette rubrique bien-être. Bienvenue sur ce canapé que tu commences à connaître. De quoi est-ce que tu as choisi de nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va un peu parler de l'automne. De toute façon, ça va commencer. Ouais. Est-ce que tu as bien profité au moins des belles couleurs, etc. C'est une période que j'aime bien. À part les températures qui baissent, au niveau des couleurs, c'est vraiment sympa. Ouais, mais bon, justement, c'est pour ça. En fait, au niveau du yoga, ce qui se passe en automne, c'est qu'on va vraiment avoir un retour à la base, tout ce qui est terre, etc. Et on va travailler sur des postures qui sont vraiment sur des appuis. Donc, il y a notamment le guerrier qu'on voit à l'écran, qui est vraiment une posture en appui. Il y a des postures d'équilibre, etc. Et du coup, c'est vraiment le retour à la terre, à la base, aux racines. En fait, ce qui se passe à l'automne, c'est qu'on l'associe vraiment à ce qu'on appelle le chakra racine. En fait, c'est un chakra qui est aussi associé à la couleur rouge. Donc, tout va ensemble. Et puis, c'est le chakra de base. C'est le chakra qui est à la base de la colonne vertébrale. Voilà. Et le mantra, la petite intention qui est couplée avec lui, c'est « je suis ». Donc, je suis là, je suis bien. Voilà, donc c'est l'automne. Il faut en profiter d'ailleurs, parce que donc, dans l'automne, il y a une préparation et on va aller plus vers des pratiques qui sont un peu plus douces, comme le yin yoga. En fait, c'est une pratique qui est beaucoup plus méditative, où on va rester plus longtemps dans les postures pour essayer de se calmer, de se poser, et puis préparer lentement l'hiver. Donc c'est absolument pas incompatible avec l'automne, le yoga. Ah bah non, au justement, c'est très très bien. Ouais. Quelques idées de salon. Oui, alors du coup, préparation hiver.
On a pas mal de salons, donc je vous en ai listé 2. Il y en a notamment un à Lyon, donc qui a lieu du 15 au 18 novembre. C'est à Eurexpo, c'est le salon Vivez et Nature. Donc c'est sur 4 jours, donc du 15 au 18. C'est pour les personnes en quête d'un mode de vie sain. Donc c'est vrai qu'en fait le bien-être, il y a des pratiques comme le yoga, mais aussi la maison, le bien-être, il y a beaucoup l'alimentation, bien sûr l'environnement. Il y a 190 exposants, donc c'est un gros salon. Et je leur ai demandé une liste de tous les ateliers et il y a vraiment beaucoup de conférences. Il y a des ateliers, tu peux faire du yoga si tu veux. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Il y a même un atelier sur du flomage et du fromage végétal. Donc peut-être que je vous ferai goûter ça une prochaine Avec fois. plaisir. Voilà. Et puis, l'entrée, elle n'est pas chère, c'est 5 €. Et il y a notamment une intervention de Marion Caplan. Marion Caplan, qui est une bionutritionniste qui a inventé le Vitaliseur. Donc c'est aussi un autre produit que peut-être je vous présenterai. Mais voilà, il y a vraiment des choses intéressantes à aller voir. Le deuxième salon, donc c'est un salon qui lui a lieu du 22 au 24 novembre. Plus proche de chez nous celui-là. Oui, c'est à La Roche-sur-Foron. C'est le salon Naturelia. Et il y a un nouvel espace qui est consacré au développement personnel. Et il y a aussi en même temps un salon qui est sur le bien-être au travail, parce que c'est une grosse tendance aussi, c'est le bien-être au travail. Moi, je fais du yoga en entreprise, donc c'est vrai qu'il y a vraiment besoin de déconnexion à ce niveau-là. Donc, c'est 4 jours pour adopter un nouveau style de vie. Sur La Roche, on a 100 exposants. Et puis, on a des conférences, notamment de Jonathan Lehman, qui lui a créé une petite communauté autour d'un concept qui s'appelle les antisèches du bonheur, et qui sort un livre, Le journal intime d'un touriste. Et c'est 3 € l'entrée, donc ça va, c'est quand même assez raisonnable. Ouais. On passe à tes inspirations bien-être du mois. Alors, mes inspirations bien-être, on va parler d'un spa. Forcément, bien-être, qui dit bien-être dit spa. Alors, ce qui est un peu rare dans la région, c'est que souvent, il faut acheter un massage qui, franchement, n'est pas fait pour toutes les bourses. Et en fait, il y a certains spas, comme le Deep Nature à Chamonix, en fait, où on peut rentrer pour un certain temps en payant sans avoir un massage. Donc, c'est assez agréable. Et ce spa, donc, il est à côté de l'hôtel qui s'appelle le Refuge des Aiglons. Donc, c'est un hôtel construit autour d'un concept de refuge. C'est assez sympa. Et en plus, ce spa, donc, il y a 300 mètres carrés, donc c'est un grand spa. Comme on peut voir aussi sur l'écran, il y a une belle vue. Piscine. Il y a une piscine. C'est pas moi sur la photo. Non, je parlais de la vue. Il y a une piscine sur le Mont Blanc, avec vue sur le Mont Blanc. Et en fait, aussi à l'extérieur, donc la piscine, elle est chauffée. Tu as des petits chalets, sauna et hammam. Et en plus, ils sont en train de refaire toute la terrasse, je crois. Donc ça va être super. En tout cas, je vous le conseille. Voilà, parce que l'espace est bien. Et puis, si on peut y rentrer sans payer obligatoirement un massage, c'est encore mieux. Voilà. Donc, ça, c'est le Deep Nature à Chamonix. Et puis, je voulais te parler d'une petite boisson. Si je te dis kombucha, qu'est-ce que tu me dis? Kombucha? Kombucha, ce n'est pas une danse de non, l'été. Je connais le thé matcha, mais kombucha, ça ne me dit rien du tout. Eh ben, t'es pas loin. Il y a du thé dedans. En fait, le kombucha, c'est une boisson qui date de 2000 ans. Ça vient de Chine, en fait. C'est une espèce de boisson où il y a une souche. Donc, c'est un champignon. En fait, kombucha, ça veut dire champignon de thé. D'accord. Tu peux le faire toi-même. Donc, tu as une souche, tu rajoutes du thé, du sucre et tu laisses fermenter tout ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'au bout de quelques semaines, ça te crée des ferments qui sont bons, en fait, enfin des probiotiques, pardon, qui sont bons pour ta flore intestinale. Donc, c'est en plein boom. Aux US, il y a même des micro-brasseries, il y a des bars qui s'ouvrent autour de ça. À Paris, ça commence un petit peu. Il y a quelques marques en fait qui se sont mises sur le créneau, mais c'est bien de le faire soi-même. Et du coup, à Annecy, moi, j'en avais pas trouvé. Et en fait, ouais, c'est bon. Bon, la prochaine fois, tu viens avec du kombucha alors. Ouais, on ira avec toute mais je vous fais plein de cadeaux à chaque fois. Non, mais promis. Mais du coup, en fait, oui, j'en ai trouvé. C'est à Sévrier, donc c'est au Black Bass. Donc le Black Bass, ça a ouvert l'été dernier. C'est au bord du lac. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'au Black Bass, c'est la barmaid qui fait elle-même son kombucha. Donc vraiment, quand on y va, il y a les gros pots derrière. Et vous pouvez voir un petit peu le champignon. Donc c'est bien parce qu'elle a pu faire ses kombucha elle-même. Et il y en a 2. Donc un au gingembre et citron. Un petit peu gingembre citron, c'est toujours un petit peu tendance. Et un au café. Et il y a aussi un petit peu une autre boisson. C'est du kéfir. Et en fait, c'est le même principe, sauf que c'est d'origine mexicaine. Mais en tout cas, c'est bien.
parce que les esprits changent. Kombucha. Et les bars, enfin ouais, voilà, tu peux trouver ça au bar, à côté d'un cocktail alcoolisé, donc ça se mélange, c'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est au Black Bass à Sévrier. Et puis ma dernière inspiration du mois, donc on a parlé de yoga un peu plus lent pour l'automne. Donc c'est le Yin Yoga. Et puis je vous ai trouvé un petit livre. Donc ça, j'ai trouvé ça à Loupamoutoun. C'est une boutique que vous aviez reçue, je crois, l'année dernière. Et du coup, elle a pas mal de choses sur le bien-être. Donc j'avoue que j'y passe pas mal de temps. Il y a beaucoup d'inspiration. Donc là, c'est un petit livre sur le Yin Yoga. Vous en trouverez plusieurs. Mais en tout cas, le Yin Yoga, sache que tu vas tenir beaucoup plus longtemps dans les postures. Et donc, il va te falloir un petit coussin. Et ce coussin de méditation, moi, je l'aime bien. Alors, il est à moi et j'en porte partout. Donc, je ne te le donnerai pas. C'est un coussin, en fait, tu peux mettre derrière le dos ou tu peux mettre ton genou dessus, etc., pour vraiment t'aider dans les postures. Et en fait, comme le yin, tu vas rester plus longtemps dans les postures. Au bout d'un moment, tu vas pouvoir enlever ton petit coussin. Mais il me sert aussi de coussin pour la sieste, dans le train, enfin bref. Voilà, passe-partout. Mais c'est ça qui est bien, c'est flexible. Pas que pour le yoga. Merci beaucoup, Voilà. en tout cas Julie, pour toutes ces belles et ces bonnes idées. On te retrouve, je l'imagine, le mois prochain. Ah bah oui, bien sûr. Comme d'habitude. Allez, c'est terminé pour cette première partie. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal présenté par Clémence Roaldès. À tout de suite.